Salut, allez, on continue sur le Gilardoni du copain. J'ai vu avec lui, on va simplement tout démonter, nettoyer et tout remonter proprement. Et puis on verra ce que voudra bien sortir le cylindre. Lui, il est plus confiant que moi. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. On verra ce qui lui restera comme puissance là. Bon, il va rouler, il va marcher, hein, mais bon, je pense pas qu'il va pouvoir tout donner. C'est pas grave, on va essayer comme ça, et puis si ça va pas, au moins le bas moteur sera révisé, ce sera vite fait de changer le cylindre et le piston, et on passera sur autre chose, on verra. Les clapets, je vais les démonter, les nettoyer. Donc oui, merci pour vos commentaires, hein. Effectivement, on dirait bien des Doppler R3, parce que les Bidalo, ils ont la partie caoutchouc là, et Bidalo Athena. Donc là on dirait bien les Doppler, donc je vais simplement les démonter et les remonter proprement là. Refaire le plan de joint, surtout la pipe ici, il y a du gros travail là, parce que là on n'est pas bon du tout, on est vraiment pas bon. Il doit y avoir 1 mm, doit y avoir 1 mm de défaut. À l'intérieur une restriction, c'est vraiment pas beau. Donc on va voir ce qu'on peut y gratter dedans sans risquer de crever non plus. On va voir ce qu'on peut faire, là il y a du travail. Voilà, donc on repart là-dessus, je démonte le bas moteur, je le remonte avec des joints neufs, avec les spies neufs. Le vilebrequin c'est un Doppler, donc on va voir comment il est aligné aussi. Et on repart à zéro quoi. Et bien sûr on bouchera le décompresseur ici, parce que sinon ça ne pourra pas démarrer. La vis qui est montée sur la culasse, c'est une vis standard, donc du M8 par 1,25 je crois. Alors que le décompresseur qui se monte dessus c'est du M8 par 1 mm, le filetage c'est du 1 mm. Donc je sais pas comment ça se fait qu'elle soit rentrée dedans. Est-ce qu'il a retardé, est-ce qu'il a forcé, est-ce que je sais pas, il faudrait que je lui demande. S'il a forcé et retardé, ben, je peux plus rien faire, elle va rester là. Sinon je peux la démonter et mettre un décompresseur à la place, ce sera aussi bien, même si on ne le branche pas, ce sera aussi bien. On va voir. Le segment pareil, on a 0,5 de jeu, on va en commander un autre, si on le reçoit, ça m'étonnerait d'ici là, je le monterai, sinon on le montera la prochaine fois. On verra comment ça marchera comme ça. Déjà là on voit qu'on a pas mal de jeu, j'ai pas encore commencé à forcer. C'est-à-dire que les roulements n'ont pas été frappés et que ça n'a pas été remis en place, quoi. Donc maintenant on va chauffer et puis on va tout sortir. Oh. Bon, ça ce sont des véritables carters d'origine, je pense, hein. Je pense pas me tromper avec ça. Un BK 512 49cc de 2001, ils sont les carters, les deux. Donc ça c'est des carters qui sont chouettes, ça. Très bon carter parce qu'il m'a fallu chauffer très longtemps pour arriver à libérer les roulements. Donc ça veut dire que la tolérance au niveau des roulements est bonne. Pas comme les reproductions là où il faut chauffer 30 secondes et hop on peut tout monter. Et après ça fait ce que j'ai sur le Bidalo, on peut bouger le vilebrequin de droite à gauche au bout de 500 km. Les joints spi ils tenaient très bien à l'intérieur, donc vraiment ces carters ils sont bien, ils ont l'air propres, ils n'ont pas l'air d'être frottés quelque part ni rien. Vraiment c'est bien d'avoir des belles pièces là. Enfin, ça fait plaisir. Bon, ça à dégager. On va tout nettoyer. J'ai même pas besoin de reprendre les surfaces de plan de joint parce qu'ils sont vraiment propres. Ils sont vraiment propres, ça fait plaisir.
Il ne me restera que celui-là à reprendre là, qui a été mascagné, mais ça on le verra quand on aura tout monté. Les roulements, on est sur des SKF cage acier. Ils sont montés dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai pas à l'intérieur de la bague. C'est-à-dire que ici là j'ai pas le congé, là, l'arête arrondie du roulement qui apparaît. C'est-à-dire qu'elle est bien de l'autre côté. Les roulements ils sont bien enfoncés jusqu'au bout de chaque côté. Donc c'est le Doppler, c'est pas le Doppler Endurance là, les contrepoids ils sont pas bleus anodisés. C'est le classique, mais bon ça va très bien aussi. Les roulements ils grattent pas, ils ont pas un jeu excessif. Donc pour moi il n'y a pas de raison de les changer, surtout que ce que j'ai en stock là c'est des roulements en polyamide de marque, je sais pas la marque là, donc on va garder les SKF en cage acier, c'est très très bien ça. C'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de roulement, avant de passer sur des roulements beaucoup plus chers. Il n'y a pas de jeu de haut en bas, bon évidemment il y a un grand jeu latéral, c'est fait exprès. Et puis il tourne librement, il n'y a pas de problème. Bon ok pour moi, ça c'est parfait, on va regarder l'alignement. J'ai posé le vilebrequin avec les roulements directement, c'est pas très grave. Sur des V, je me suis mis au plus bas, je suis à 1 centième. Bon, je le règle pas, on s'en fiche. On part de 1 centième. Et je suis au plus bas, je suis à 1 centième au niveau du maneton. Et quand je fais 180 degrés, enfin, du moins quand je cherchais la valeur maximale, et bien, je suis à l'opposé du maneton. Et je suis à 13. Donc je pars de 1. Et j'arrive à 13, donc du coup 13 moins 1, ça fait 12 centièmes de défaut là. Comme ici je suis au plus bas avec le maneton ici. Et quand j'ai le maneton au plus bas, j'ai la soie du vilebrequin qui est au plus haut. Je soupçonne que le vilebrequin soit fermé, soit resserré au niveau à l'opposé du maneton, ce qui suppose un montage du vilebrequin au marteau en tapant sur la soie, là. Pas en bout de queue. Donc je viens de tourner le vilebrequin, on est côté allumage cette fois-ci. Donc au plus bas je suis à 1 centième. Toujours pareil au niveau du maneton. Donc si je tourne, j'obtiens la valeur maximale à l'opposé du maneton. Et j'ai 16. Je varie entre 1 et... c'est pas super précis. Entre 1 et 14. Donc du coup j'ai 13 centièmes de défaut. Toujours pareil. J'ai la soie du vilebrequin qui est relevée comme ça par rapport au maneton. Donc c'est pareil, je pense que ça a été monté au marteau. Oui, bon, vu les traces qu'il y a, je pense. C'est pas des traces d'arrache ça c'est des traces de coups martelés là qui débordent. Donc ça a été monté au marteau, donc ça a resserré le vilebrequin de hors tolérance, c'est au moins 3 fois la tolérance. Donc on va l'écarter avec un burin au milieu. Là. Je vais tenter le maneton en bas, je vais tenter d'ouvrir ici. Ça on devrait le voir. Ouais. Je vais tenter d'ouvrir ici avec le burin. Il me faudrait quelque chose pour protéger la soie là, mais bon, c'est pas grave. Le burin est un petit peu plus tendre que la soie du vilebrequin, donc ça devrait pas trop le marquer, et puis si ça le marque, c'est pas très grave. Vaut mieux qu'il soit un petit peu marqué qu'il soit décentré comme ça là. Difficile à taper fort. Si j'ai un tout petit peu marqué, bon c'est pas grave. Waouh. Génial. 1 centième. Ouais, ça saute un peu, 2 centièmes. Parfait quoi. La tolérance c'est 3, c'est vraiment génial quoi. Là, ouais, non, là on est plus proche des 3 ou 4.
Ouais, 3. Bon, mais parfait, hein. On va pas chercher plus que ça. J'ai vraiment eu du bol, hein. Avec les coups que j'ai donnés. Du premier coup, j'ai réussi à le redresser. Donc c'est parfait, je touche plus. On le manipule avec précaution et c'est très bien pour moi. Bon, je suis vraiment content, hein, parce que des fois on peut y passer plusieurs heures à faire ça là. Donc là du premier coup, trop content. Allez, la suite. J'ai vraiment à peine maté l'arête. Donc pour moi c'est très bien. C'est parfait. Donc si vous voulez les liens pour acheter les V et le reste là que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Si j'ai oublié, vous me dites en commentaire, je vous le mettrai. C'est vraiment là que je réalise qu'il faut jamais taper sur un vilebrequin comme ça pour le centrer ou pour libérer les roulements ou pour quoi que ce soit. Il faut jamais taper sur un vilebrequin comme ça. Ce que j'ai déjà fait avant, sur mes premiers montages, avant qu'on me le dise. Et puis là, avec ce genre de redressement que j'ai déjà fait quelques fois, je me rends compte qu'un vilebrequin c'est très sensible. Donc un seul coup de marteau ou deux, et puis on a tendance à refermer les masses. Et après on tourne pas rond ici. Donc on va repartir sur un joint de Carter 9, évidemment. Parce que quand on découpe ici, après on n'est plus aligné. Quand on coupe ici, c'est pareil. Obligé de repartir sur du 9. Les joints spi, je viens de sortir tout ce que j'ai en stock. Ça c'est les plus petits que j'ai, ça c'est une taille intermédiaire, ça c'est les plus gros, donc je les ai mesurés, diamètre extérieur, là ici j'ai 21 mm voire 20,95. Ici j'ai tout juste 21 mm de diamètre extérieur, et là j'ai 21,1. Donc à vérifier, hein. Là la portée elle est propre, elle est bonne, hein, mais si je prends le petit joint, voilà, il passe à travers. Pareil sur les deux. Hein. Donc ça, en plus les carters ils sont froids, donc évidemment c'est pas bon du tout. Donc celui-là c'est pareil, je crois que ouais, j'arrive à le monter à froid, donc quand ça sera chaud ça passera à travers. Même si je les monte au silicone, vaut mieux partir sur ceux qui ne montent pas à froid, quoi. Les plans de joint ici sont propres, et quand je les pose à plat sur un marbre ça bouge pas, c'est vraiment... ils sont vraiment bien, donc on va les garder comme ça, c'est très bien. Côté allumage, côté clavette. Hop, il est arrivé jusqu'au bout. Très bien. L'intérêt de ne pas monter les joints spi en premier, ça permet de pouvoir continuer à chauffer sans cramer le joint spi si on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et surtout, évidemment, ne pas taper au marteau pour le rentrer. Si ça rentre pas à fond, c'est que c'est pas encore assez chaud. Et il faut vraiment chauffer longtemps. Beaucoup d'huile, ça permettra de redémonter s'il y a un problème et que le joint ne colle pas sur les parties métalliques et qu'on n'ait pas besoin de gratter au cutter là pendant des heures. Avant de chauffer le dernier carter et l'emboîter, j'ai préparé toutes mes vis. Donc voilà, il arrive quasiment à fond. Pour ceux qui restent là, j'appuie au niveau des centreurs. C'est souvent eux qui bloquent. Voilà. J'ai tout monté, j'ai pas monté ça pour aller plus vite. Une fois que ce sera refroidi, je pourrai enlever les vis et remonter, il n'y aura pas de problème. Tant que le moteur est chaud, le vilebrequin est assez facile à tourner, on va dire, mais j'arrive pas à le lancer sur plusieurs tours d'affilée, là, il est bloqué. Ça c'est parce que ce sont le dernier millimètre que j'ai fini de comprimer avec les vis, là, donc le vilebrequin est un peu bloqué, malgré qu'il n'y ait pas les spies. Donc au lieu de taper sur le vilo, là, il suffit de taper sur les têtes de vis.
Et là, ça va mieux. Donc ça aussi c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de mes vidéos avec vos commentaires. C'est quand même bien pratique et ça fait bien plaisir d'avoir un vilebrequin bien libre sans avoir à taper sur le vilebrequin lui-même. On pourrait taper sur les carters n'importe où en fait, hein, mais comme c'est de l'aluminium, c'est tendre, on veut taper sur les vis en inox. Et de préférence pas sur le bout des vis, parce que sinon on va mater les filets, après on a du mal à rentrer les écrous, donc sur les têtes de vis. Comme ça on peut bien faire vibrer le tout, et tant que les carters sont encore chauds, les roulements se remettent en place. Et là ça fait plaisir. Donc maintenant que les roulements sont en place et que les carters ont un peu refroidi, je peux enlever les vis pour monter tranquillement les supports, pour finir d'aligner ce bout de joint là que j'ai déchiré volontairement parce que la découpe du joint est mauvaise. Donc le fait de pouvoir la déchirer, ça me permettra d'aligner la partie supérieure comme je veux, indépendamment de la partie inférieure qui n'est pas bien découpée. Donc voilà, j'ai tout serré à la clé dynamométrique, j'ai tout serré à 1 kg, celle-là aussi. Je fais en sorte d'avoir les écrous de ce côté-là, parce que c'était comme ça que c'était monté sur ma première MBK, qui elle était vraiment d'origine. Le vilebrequin est toujours libre. Donc on va passer au joint spi. Ça aurait été peut-être mieux de faire les joints spi d'abord, parce que tant que les carters étaient un peu chauds, on aurait pu les rentrer plus facilement. Mais bon, c'est pas grave, il reste plus qu'à réchauffer. Comme il n'y a rien qui craint, hein. On va réchauffer encore un peu et puis on va mettre les joints spi. Donc on va monter le joint spi, je mets le scotch pour pas que la lèvre s'entaille ou se retourne sur la gorge du variateur. Surtout que ces joints spi là, ils ont un diamètre intérieur plus petit que ceux-là. Donc je place le scotch le plus possible vers le bout de la soie pour avoir la partie conique la plus fine possible pour emmancher le joint spi sans être embêté, sans emporter le scotch dès le départ. Donc j'ai lubrifié avec de l'huile la soie du vilebrequin, j'ai lubrifié l'intérieur de la lèvre et pas l'extérieur de la cage métallique là. Voilà, comme ça du coup j'ai pu passer le scotch, très bien. Voilà, j'ai passé la gorge. Un morceau de tube de guidon, ça va très bien, c'est parfait même. Voilà, il prend d'un côté, je tape là où il est plus haut, il prend de l'autre, etc. Je redresse sans arrêt. Et j'arrive à l'enfiler. Je vais l'enfoncer au moins 1 ou 2 mm en dessous du plan là, parce qu'il y a le chanfrein. Il y a le chanfrein sur la portée du carter, donc pour avoir le maximum de portée cylindrique entre le joint spi et le carter. Et en plus, parce que c'est gratuit, j'en rajoute tout autour. J'en ai rajouté entre vraiment dans la jonction entre le carter et le joint spi. Bon, il y en a un petit peu sur la lèvre, mais j'ai nettoyé ce qu'il y avait sur le vilebrequin à peu près. Donc c'est très bien, ça fera l'étanchéité. Allez, l'autre côté, c'est fait aussi. C'est pas du grand art, mais au moins ça assure la fonction. Donc évidemment, une fois qu'on a monté les spis, le vilebrequin a beaucoup plus du mal à tourner. Donc c'est quand même intéressant de les monter à l'avant pour ça aussi, pour s'assurer du bon montage. Donc, maintenant on va découper les joints qui dépassent. Donc, on prend la lame de cutter la plus propre possible. Et on coupe bien à ras.
Au fait, je n'ai pas fait le centrage vilebrequin, mais comme les carters d'origine sont vachement serrés, même qu'on a un buté d'un côté, j'ai monté en premier celui-là, donc je suis monté en buté ici. Ouais, effectivement, je suis un petit peu plus serré ici que là, mais c'est pas énorme la différence. Donc je centre pas le vilebrequin, moi je le laisse comme ça. Aucun intérêt. Surtout si c'est pour taper sur le vilo et le déformer. Maintenant on va s'attaquer à ce plan de joint qui est un peu mieux que la dernière fois. Je sais pas trop pourquoi. Normalement il n'y a pas de raison, on devrait avoir les mêmes défauts. Donc on va y repasser un coup au marbre. Ça devrait aller plus vite du coup. Donc une feuille en 400, un marbre. Et puis j'ai monté ça, c'est dommage, donc ça va me gêner. Donc je peux le faire que comme ça. Se met au bord. Puis voilà. Bon, on voit que c'est pas plan. Faut continuer là. Ça se réduit. Donc la portée foncée, c'est la poussière, c'est là où c'est en retrait. Avec de la patience, on y arrive petit à petit. Et voilà. Donc les pointes qu'il y avait là, elles sont maintenant que creuses. Il n'y a plus de pics qui remontent. Et la surface est plane partout maintenant. Vraiment très plane. J'aurais même pas eu besoin d'en arriver jusqu'à là. S'il restait une mini marche, ça aurait été pas très grave parce que le joint il peut quand même absorber des choses. Mais bon, là c'est vraiment très bien. Là on peut changer de pipe et de clapet d'affilée, les yeux fermés. Et bien sûr, nettoyer le conduit toujours vers le bas pour pas que ça tombe dans le vilo, ce serait dommage. Ou alors il faut mettre du scotch ici avant de commencer à poncer. Bas moteur terminé, ça fait plaisir. C'est pas la partie la plus passionnante, mais il faut quand même en prendre soin pour ne pas y revenir et passer à la suite. Donc là, on va passer sur son cylindre, on va boucher le décompresseur. On va y mettre, ça c'est des bouts de vis que je coupe, que je scie là, et que je garde. Et du coup, ça me fait des vis sans tête là, il suffit de mettre un trait de scie au milieu. Et on va visser ça là-dedans. Donc ça c'est du M6. Le trou je l'ai mesuré, il fait 5. Donc le M6 c'est du 1 mm normalement. Voilà. C'est celui-là qu'il me faut. Et je peux le vérifier. Normalement les deux doivent correspondre. Voilà. Donc les filets correspondent bien. C'est parfait. On va tarauder avec ça. Bon, je suis en train de réviser les clapets. J'ai passé un petit coup là-dessus, ça va mieux. Alors, la pipe, il y a tellement de défauts que je suis direct au 40. Et malgré ça, il faut frotter pas mal. Hein. Et là, ça commence à revenir. Il y avait vraiment un gros défaut de fonderie, c'était moche. On y arrive, on y arrive. Bon, ça va mieux là déjà. Mais maintenant on a des grosses rayasses, donc on va passer sur un papier plus fin que du 40. Alors maintenant on passe au papier 120. J'ai l'impression de travailler du bois là. Voilà, le coup de 120 ça fait du bien. Maintenant on va passer au 400. Et voilà, et j'ai fini au 600, mais c'était pas nécessaire, mais ça fait plaisir. Les clapets aussi. Bon, on va essayer avec la fraise d'améliorer un peu l'intérieur parce que c'est vraiment pas joli. Surtout qu'il y a une restriction, je pense qu'on doit être à du 15 mm tout juste. On voit une pointe de forêt, c'est vraiment
La fonderie, c'est deux morceaux de fonderie qui se rejoignent pas. Ils ont percé en travers avec un gros forêt pour faire la jonction. Enfin, c'est vraiment tout pourri. On va essayer d'arrondir un peu tout ça juste. Bon, mais par petit à coup, finalement, j'ai enlevé pas mal de choses et j'ai bien arrondi le conduit, donc je suis content. On voit encore la trace du fraisage, enfin du perçage d'avant. J'ai simplement arrondi pour pas avoir d'arête vive, avoir un conduit plus sain. J'ai creusé à l'intérieur là, côté bas là de la caméra, parce que il y avait de la marge au niveau matière. Donc du coup j'ai élargi vers le côté, ça permet de gagner un peu en section au niveau de la restriction. Donc je pense pas qu'on ait un diamètre 17 au milieu, mais j'ai quand même plus agrandi que ce qu'il y avait avant. Donc je vais en rester là, je vais pas trop gratter parce que comme c'est un montage fixe, c'est la pipe qui retient tout le carbu de son propre poids là, avec les vibrations. Donc je veux de la matière pour que ça résiste. J'ai juste arrondi les angles et agrandi un peu vers l'intérieur parce que je le pouvais, vers l'intérieur du coude. Et donc du coup ça agrandit un petit peu la section et c'est sympa. Allez, j'en reste là. Je me demandais pourquoi les clapets ils étaient montés en travers. C'est simplement le trou de droite qui est bien plus bas que celui de gauche. Et forcément, tout se met en travers, quoi. C'est quand même moche. Bon, en revissant, en inversant la plaquette d'un côté et de l'autre, j'arrive à trouver la correspondance des trous qui minimise le défaut. Donc maintenant j'ai les lamelles de carbone qui sont bien alignées à la pipe, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc c'est pas mal. Par contre, il y a une lamelle qui ne plaque pas super bien, celle du bas là. Il y a un petit écart. Il y a un petit écart sur celle-là. Si je l'inverse, l'écart est plus grand. Je pense que c'est vraiment la face de la portée de clapet qui est pas terrible. J'ai pas envie de la passer au marbre parce que derrière il y a une petite partie en caoutchouc, je sais pas ce que c'est là, pour étanchéité. Bon, s'il y avait que ça comme défaut sur le moteur. Donc ça ira, on va faire avec. Nouveau problème. Bon, maintenant quand je monte la boîte à clapet, ça frotte un petit peu mais bien moins qu'avant. Mais il n'y a pas moyen de la plaquer et qu'elle reste plaquée sur la face. Donc ça évidemment, on sent qu'il y aura des fuites, parce que le joint lui il va pas tout encaisser. Donc il faut savoir qu'est-ce qui fait buter là. Parce que j'ai beau forcer, j'arrive pas à être en contact. Donc c'est pas en forçant avec les vis que ça va se faire. Donc il faut savoir pourquoi. Bon, au vu des marques, ici et là, ce sont les vis des clapets qui touchent. Peut-être cette arête là aussi à l'intérieur qui doit toucher au milieu là. Et pareil de l'autre côté. Bon, un coup de scotch. Et on va y mettre un petit coup de fraise. Bon allez, ok, là c'est les lamelles qui touchent, qui font un peu ressort. Et là j'arrive à faire plan sur plan, donc avec le joint ça sera large, c'est très bien. Quand je parle des lamelles, c'est plutôt les butées, ici là qui touchent le carter. Voilà, bon, après ce qu'on a vu, ça fait quand même plaisir de monter des pièces qui sont propres, avec des joints propres. C'est monté une fois, on n'y reviendra pas. Bon, pour le montage du stator, ces vis là sont trop courtes. Comme la rondelle, si je prends même la plus courte, là il n'y a pas assez de prise de filetage ici. Même l'autre qui est un peu plus longue, qui a été recoupée. C'est bien, mais c'est limite. Donc on va prendre la mesure. Alors il faut bien se plaquer contre ce côté-là du trou et pas de ce côté-là, parce que ce côté-là on peut passer à travers le vilebrequin.
Voilà, on a quand même une grande distance, alors que si on se plaque de ce côté-là, voilà, on vient buter contre Villebrequin. Là. Donc là, on a un peu moins de 15 mm, là, 14,3. Voilà, 14,3. Ça, c'est la distance qu'on a de la face au Villebrequin. Du coup, moi je mets des vis de longueur 20 mm. Donc 20 mm sous la tête de vis. Comme ça, avec la rondelle qu'on vient de dépasser. Voilà, comme ça il reste un petit jeu. On vient pas toucher le Villebrequin. Il nous reste 2 mm là. 2 bons millimètres, donc c'est nickel. On réduit le volume mort, on va dire, à l'intérieur. On a le maximum de filetage et on vient pas toucher le Villebrequin. Donc je mets des M6 par 20. Donc comme on voit l'intérieur du moteur ici, on va étancher cette face là qui est simplement en appui sur celle-là. Silicone. Normalement on n'a pas besoin de mettre de silicone sous les têtes de vis parce que les rondelles en cuivre malléable servent d'étanchéité. Elles sont censées se façonner à la tête de vis et au stator, mais comme les rondelles elles sont pas neuves, je préfère remettre du silicone. Et donc du coup ça va dégueuler à travers le diamètre intérieur, ça va faire aussi étanchéité entre le cuivre et le stator. Donc voilà, évidemment le Villebrequin peut le tourner librement, hein, on n'a pas vissé dessus. Au préalable, j'ai regardé que j'avais du jeu sous chacune des vis ici. Que là, ici, ça touche pas. Là, ça passe vraiment juste, mais ça touche pas. On a moins d'un millimètre de jeu entre l'écrou et le stator. Et la tige filetée, elle passe dessous l'arête, donc ça passe très bien. Pareil ici aussi, pas de jeu. Et là, j'ai 1 millimètre de jeu, donc c'est très bien. Donc j'ai vraiment plaqué sur ces deux surfaces ici, là. Et là, donc c'est très bien. Bon, j'ai remonté le support de cage variateur, surtout ces vis là pour pas les foirer. Il faut absolument avoir le bon embout, donc le cruciforme bien épais là, qui n'ait aucun jeu là quand on le rentre dedans. Les clapets sont très proches du Villebrequin. Je me souviens pas que sur les Athena par exemple, ça soit aussi rapproché. Son clip de piston il est un peu tordu là. J'aime pas trop ça. J'ai peur que ça fasse des amorces de rupture et qu'on retrouve des bouts là se balader dans le moteur. Donc j'ai plusieurs clips tout neufs là et en plus ils sont plus épais, plus costauds j'ai l'impression. Donc on va remplacer ça par des neufs. Un bon coup de nettoyage du piston, il retrouve sa couleur gris clair, ça fait plaisir. Il y avait une bonne couche de crasse dessus. Malgré qu'il est 0 km, il est bien rayé. Et bien frotté, bien rayé là. Il n'y a plus les stries d'usinage. Et malgré ça, on a quand même un jeu vraiment petit, cylindre piston, là. On a 3 centièmes. Mais bon, on va faire avec. La cage à aiguille, pareil, elle est tout encrassée et avec de la limaille. Donc pareil, on va nettoyer ça. Donc voilà, coup de nettoyant frein, soufflé, nettoyant frein, soufflé. On a enlevé tous les copeaux, les aiguilles sont à nouveau libres, elles sont plus collées. Et donc c'est propre, ça a l'air d'être en bon état. Il n'y a pas de marque sur l'axe du piston, bon, en même temps c'est neuf. Donc on va remonter tout ça bien graissé. C'est bien parce que sur le piston en 46, ils ont conservé la largeur d'origine de la cage à aiguille. Donc elle est automatiquement bien centrée. Ce qui n'était pas le cas sur certains kits 70 où la cage à aiguille se baladait de droite à gauche et sur un BK on ne trouve pas des cages plus longues.
Bon, en fait, ils sont vraiment costauds ces clips là. J'ai galéré à le monter, donc j'aime bien monter au moins un clip sur le piston. Parce qu'une fois qu'on est entre les goujons, après c'est moins facile. Donc sur table, c'est beaucoup plus facile. Allez, toujours mode friteuse. Un petit peu d'huile. Voilà, pareil, le segment bien nettoyé. J'ai enlevé tous les petits copeaux qui traînaient dans les angles. Pour la partie du haut moteur, on va vérifier les 3 paramètres, les diagrammes, le squish, surtout avec la culasse personnalisée là, et le rapport volumétrique aussi. Donc les diagrammes, je les connais déjà. Sur ce cylindre là, c'est dans les 168 par là. Du coup, moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir quel est le rapport volumétrique maximum qu'on peut avoir avec un squish le plus petit possible, sachant que comme ça a été retravaillé à la main, c'est difficile de savoir de quel côté on a la valeur la plus petite, par sécurité. On va voir qu'est-ce qu'on a comme rapport volumétrique au maximum. Je pense qu'au maximum on n'aura pas grand chose, donc on va essayer de se rapprocher au plus possible du squish. Et voilà. J'ai voulu le tremper un peu dans l'huile là et je l'ai plié un peu trop et paf, ça a cassé. C'est très fragile. C'est vraiment ce segment là, il est vraiment très fragile, ça fait peur. Hein. Bon, et voilà, je viens d'en recommander un autre là sur eBay. Je devrais le recevoir début novembre. Voilà. Bon, je vais aller chercher le mien dans mon stock et je vais lui filer le mien. Bon, si vous voulez voir le montage de mon kit Gilardoni, du coup j'attendrai le segment qu'il arrive au moins début novembre. Donc c'est pas encore. Du coup je vérifie le jeu à la coupe du segment et la cale de 0,2 elle passe difficilement. C'est plutôt un jeu inférieur à 0,2. Donc je vais y passer un coup de papier à poncer vite fait. Bon, voilà, j'y suis revenu plusieurs fois. Donc la cale de 0,2 elle passe à l'aise maintenant. La cale de 0,25 elle passe gras. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'on est dans les 0,25 quoi. Et il est vraiment pas beau ce cylindre, hein. C'est pas bien fini je trouve. Autour des dents, on peut voir comme des petites boules de traitement ou d'aluminium, je sais pas. C'est comme ça autour de toutes les fenêtres là. C'est vraiment pas beau quoi. On va mettre un joint d'embase de 0,23. Le fait d'avoir monté son joint sans avoir coupé à ras au cutter le joint intercarter ici, ça a fait une marque sur le joint papier là avec l'humidité. Mais en fait c'est même plus une marque, c'est que c'est vraiment déchiré quoi. Donc là il reste un petit millimètre de bout pour faire le joint. Normalement c'est bon mais j'ai pas trop envie de jouer avec ça. Je vais lui filer un des miens. Il me reste encore un seul en stock là chez moi, donc on va partir sur un à moi, 9, qui est plus épais, 0,28. Donc on lubrifie bien pour pas que le papier y colle, toujours pareil quand ça va chauffer. J'ai pas vérifié le transfert, mais ça correspond pas tout à fait. Le joint est plus petit. Donc on va le revoir et le découper si besoin. Et au niveau du cylindre, c'est pareil. Il bouche un peu le transfert ici et en haut. Donc on va mettre un coup de cutter. Je pense que pour le squish, on va être bon. Hein. On doit avoir un bon millimètre de retrait là par rapport à la face du haut du cylindre. Donc il faudrait peut-être le passer au marbre, enfin poncer le haut du cylindre pour gratter au moins 0,5. Faut voir. Bon, je pense qu'au niveau du squish, il n'y a aucune inquiétude là-dessus.
Il faudrait voir le rapport volumétrique maintenant. Le piston point mort haut avec le segment, parce que sur celui-là il faut avoir le segment pour le squish. Un fil d'étain de 2 mm. Le joint de culasse, j'ai pas mesuré encore, on va voir. Et la culasse. Ok. Bon, donc on a de la marge. Enfin, de la marge finalement. On pourrait descendre un peu. Ah, on pourrait descendre. Bon, comme l'état de surface ici est assez poreux et pas terrible, on va le passer au marbre et on va en profiter pour enlever 0,2 mm si on va essayer. Je fais ça même avant de prendre le rapport volumétrique parce que j'y crois pas, mais si le rapport volumétrique est trop élevé, bah, je mets du joint d'en base en dessous et puis je rattrape le coup, c'est pas grave. Bon, j'essaie de rattraper ce que je pouvais. Le plan de joint n'était pas plat. C'est difficile de le rattraper juste au papier à poncer. Donc on mettra de la pâte à joint et j'espère que le joint en aluminium qui est assez épais pourra compenser un peu les défauts. C'est vraiment pas terrible, hein. Ça sent pas bon quoi. Je reprends le squish, j'ai remis le même fil d'étain au même endroit et j'ai écrasé un petit peu plus. On va voir de combien. Bon, je sais pas ce que j'ai écrasé, mais je vois pas de différence. On va prendre le rapport volumétrique, donc j'ai mis un peu de graisse sur les surfaces là, entre le cylindre et le joint et la culasse, pour faire une étanchéité provisoire le temps de remplir la chambre de combustion. Donc je suis parti de 12 ml et là je suis à 3, donc ça fait 9. C'est une bougie culot courte, donc il faut enlever environ 1,5, ce qui nous fait du 7,5 cm3. 7,5 cc, la cylindrée du moteur c'est 69,5, puisque c'est un diamètre 46. Donc ça fait du 10,3 pour 1. Donc effectivement ça comprime pas grand chose. Donc ouais, ça vaut pas le coup de gratter la culasse. Je pense que si on avait gardé la culasse 50 d'origine, on aurait pu comprimer plus. Ça marcherait aussi quoi. En plus, on a du volume que je peux pas mesurer, qui est autour de la vis et qui est dans le conduit aussi ici. Donc il y a du volume aussi qui, pour la compression, ben ça y joue. Par contre, je sais pas comment ça va brûler à l'intérieur, hein. Ça risque de faire je sais pas, ça fera la détonation ou pas, mais c'est pas sain ça non plus. Donc c'est pas terrible. Mais bon, 10,3 donc. On va voir le diagramme pour voir. Mais à mon avis, bon, c'est trop bas, mais bon, ça marchera. Donc montage à la pâte à joint. C'est du silicone. Avec un joint alu. C'est pareil sur la culasse, donc à chaque fois, même sur le cylindre, on ne le voit plus, j'ai enlevé 3-4 mm de joint autour, parce que quand je vais appuyer, tout va s'écraser vers l'intérieur. Je vais redescendre le piston. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Bon, je vois par l'échappement que ça fait un bourrelet à l'intérieur, un bourrelet de moins d'1 mm, donc bon, ça va. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre les diagrammes, donc on va juste prendre celui d'échappement. Donc là je suis au plus haut. 158. Je viens de re-regarder ma vidéo sur mon cylindre que j'ai dans le carton. J'avais 116 aux latéraux et 164 à l'échappement, contre là 158. Du coup, ça fait quand même une grosse différence, hein. Même joint en base pour les deux. J'avais un joint de 0,30. Donc bon, il y a beaucoup de disparités. Ça aurait été intéressant de prendre les latéraux, mais bon, maintenant, trop tard. Cette fois-ci, je lui donne une de mes clavettes droites, ça sera plus pratique.
Je suis étonné, je mesure 1,8 avec la clavette. Bon, pourquoi pas, ça marchera aussi. Que cette avance-là lui permettra de retrouver un peu de couple qu'il n'a pas avec le rapport volumétrique. Donc la bougie B7, je vais la remplacer par une bougie B9. Voilà, il y en a de la compression maintenant. Ce variateur m'inspire pas confiance, j'ai peur de me le prendre, qu'il explose en vol pendant qu'on fait les essais là. De toute façon je vois qu'il y a une pièce qui est montée à l'envers là. Celle-ci. Elle est conique et donc normalement elle est censée rentrer dans la pièce bleue. Et comme le cône est inversé, ben, elle va pas rentrer. Du coup ben, il reste un gros jeu. Ce qui peut pincer la courroie dès le démarrage et du coup ne pas faire la fonction embrayage. La fonction ralenti. Ouais voilà, comme ça doit être monté. Bon, il faut démonter ça. Ça suppose que il faut pouvoir dévisser ça. Est-ce que c'est collé? Oh. Ah ouais. En fait, il faut faire confiance à rien du tout, quoi. La colonne, elle est même pas vissée, quoi. Je l'aurais pris dans la tête en moins de 2. Bon, allez, on sort le vario, on le révise entièrement. Donc j'ai dévissé la colonnette, j'ai réinversé la bague jaune. Maintenant, ça s'ouvre à fond. Je sais pas, mais maintenant ça s'ouvre mal aussi. C'est pas... On voit que les colonnettes elles sont écartées sur les côtés. Ça c'est pas bon du tout parce que pour régler la variation avec ça, ben, on peut pas quoi. Parce qu'on doit jouer sur les frottements. C'est tout le vario qui est voilé. Ça c'est quoi? C'est des traces d'arrache ça. Normalement il y en a tous les. C'est un truc à 3 branches là. Donc s'il y en a une là. Ouais, il y en a une ici. Une ici. Ah ouais d'accord, ok. Ah, il s'est pris en 3 fois. Avec les 3 branches, il s'est pris de là, ici et là. Ils ont essayé d'arracher. Ils ont dérapé, ils ont tout bousillé. Après ils ont recommencé en se mettant là, là et là. À 120 degrés donc. Ça a dérapé. Pareil. Ils se sont mis sur le côté encore, donc 3 fois. Du coup, ici, la joue, elle tombe là, sur le côté. Elle est vrillée, elle aussi. Et je pense qu'ils ont dû faire pareil avec ça, là. On voit des marques ici. Ils n'ont pas dû essayer longtemps sur ça, là. Je pense qu'ils ont positionné l'arrache, ils ont commencé à tirer, ils ont de suite voilé la joue fixe. Donc ils se sont pris sur la joue mobile. Et la joue mobile elle est toute tordue aussi. Là, on le voit bien là. Là ça remonte là. J'ai plus de loctite. Faudrait qu'ils se les collent ça là. Faudrait qu'ils se les redressent. Faudrait qu'ils changent la joue mobile. Faudrait qu'ils changent la joue fixe. La vis elle est arrondie ici. Donc il faudra arriver à la démonter. Et à voir pourquoi cet axe est grippé sur la masse. Sur la masselotte là. Ça fait beaucoup de choses hein. Ouais, donc pour arracher un variateur, hein, il faut l'arrache Doppler qui se visse ici et après avec la vis qui vient pousser sur la queue du vilebrequin. Sans ça, ben, c'est juste bousiller tout. C'est ce qui a été fait là. Donc le variateur il était mort parce que les gens ils n'avaient pas l'arrache et ils ont essayé avec une araignée là. L'essence, je la trouvais bien orange. Je me disais, je sais pas ce qu'il met comme huile. C'est bien orangé. Parce que même la motule, c'est pas aussi orange. En fait, il n'y a qu'à voir le réservoir et on comprend pourquoi. C'est rouillé là-dedans. Et ça tient une bonne couche quand même.
Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait comme réglage carbu. Il m'avait dit qu'il savait pas, mais en même temps c'est pas étonnant. Je viens de démonter le gicleur principal parce que en fait il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a rien du tout. Sur la face cylindrique, sur la face de dessus, il n'y a vraiment rien. Donc même si on sait pas ce que c'est. C'est vraiment inutile au possible, quoi. Bon, il m'a filé une boîte de gicleurs Poligny en plus. Les Poligny sont bien, donc on va faire avec ça. Le diffuseur. Et le diffuseur, c'est un type 4 temps. Avec la partie cylindrique là. Parce qu'évidemment, il n'y a rien marqué dessus. Ouais, on sait pas ce que c'est comme diffuseur exactement, mais c'est type 4 temps, donc ça va être rigolo à régler ça aussi. Et du coup, le gicleur de ralenti, ben c'est pareil, il n'y a rien de gravé dessus, donc on sait pas ce que c'est, quoi. Donc ça sert à rien. Je n'ai jamais vu autant de jeux entre l'aiguille et le boisseau, quand même. C'est bizarre. Je fais un tour vite fait là, il manque quand même les vis du T supérieur. Et de l'autre côté aussi, pareil. Ça fait peur de rouler là-dessus quand même. Donc j'ai pas de vis à mettre là, il faudrait que je lui dise quand même qu'il fasse ça avant de rouler avec. Après ici c'est bon. Pareil de l'autre côté. Bon, j'ai fait un tour du faisceau. Bon, c'est pas terrible. Je crois que c'est fait avec du câble électrique de maison. Une bobine derrière. C'est pas terrible. Je sais pas trop comment c'est branché tout ça. Ça remonte là. Il y en a partout. J'ai l'impression que le compte-tour il est branché sur le 12 volts. Alors pour une ampoule oui, mais pour faire bouger l'aiguille, c'est pas le 12 volts, ça va être calé sur le CDI ou l'allumage, je sais pas trop comment. Bon voilà, je pense qu'il y a tout à revoir là. Je sais pas comment ça a été fait tout ça. Il y a un point de masse ici. C'est pas terrible hein, parce que entre la fourche et le cadre, il y a la graisse des roulements là, ça c'est pas bon pour la prise de masse là. Et quitte à avoir un fil avec 3 fils qui passent de la partie de tête de fourche aux parties moteur, ça serait bien d'utiliser un des fils qui sert de retour de masse. Comme ça on fait pas une prise de masse sur la tête de fourche, on renvoie toute la masse à un seul et même endroit, donc on est sûr d'avoir quelque chose de correct. J'ai déconnecté le fil jaune de l'allumage. Comme ça, il n'y a pas d'électricité qui vient pour alimenter tout ça là, parce que j'ai un doute sur le compte-tour là, j'ai peur de le casser là, vu comme c'est branché. Je vois aussi qu'il n'a pas utilisé le fil blanc et noir du CDI. Et c'est ce qui sert à, si lui on le met à la masse, ça coupe l'étincelle à la bougie. Et si on le laisse comme ça, évidemment, on sent bien qu'il va frotter quelque part là et que ça va couper le moteur, et après pour chercher la panne on va rigoler. Donc ça on va l'isoler aussi, le temps qu'il se trouve un bouton coupe-circuit. Oh, le kick qui marche pas, il faut du coup résoudre ce problème. Allez, le copain est passé, il m'a apporté 2-3 pièces, donc on se posait la question de si on remplaçait le kit Gilardoni par le mien, si je lui vendais le mien, au prix que je l'ai acheté, ou pas. Bon, on va essayer de la faire démarrer comme ça. Au cas où il m'avait apporté le Parmakit que j'avais monté sur ma chaîne il y a quelques temps déjà. Le Parmakit qui était ultra préparé, là, comme il y avait 207 degrés à l'échappement, 125 aux latéraux, un truc comme ça là. On l'a toujours pas démarré, donc on sait pas si ça marche vraiment ça ou si c'est n'importe quoi. On verra. Il est monté, il est prêt là. Il attend juste la peinture du cadre encore, hein, depuis la dernière fois. Mais c'est imminent, donc on devrait voir si ça marche ou pas. J'essaierai de faire une vidéo sur ça. Bon, je lui ai dit que son variateur là, il est tout mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce vario et on va le convertir
on va le convertir en fonction embrayage. Donc du coup, je vais entièrement le démonter. Je vais récupérer le canon avec le roulement. Celui-là, je vais le démonter et je vais sortir ce canon et je vais mettre celui-là. L'embrayage d'origine, il n'y en a pas en bon état, donc si peut-être. Bon, bref, on va partir là-dessus. Donc voilà finalement le variateur avec la fonction embrayage. Donc il lui reste plus qu'à acheter une nouvelle joue et puis c'est tout. Une joue fixe.